Vorige week zat ik nog in het binnenland, maar ik nader stilaan weer de zee. Ik ben op weg naar Cagnes-sur-Mer, maar kenners hebben mij bezworen om vooral Haut-de-Cagnes te bezoeken, de oudste wijk van Cagnes. Ze werd al in 1848 als historisch monument geclasseerd, maar is nog altijd zeer levendig. Ik ben hier helemaal naar boven geklommen en ik weet nu ook waarom het Haut-de-Cagnes heet. Jessica, est-ce que Haut-de-Cagnes faisait aussi partie de ce monde artistique de la Côte d'Azur dans le temps? Ah oui, effectivement. C'est dans les années 20 que tout a commencé à se développer, où on a commencé à avoir des artistes assez marginaux comme des poètes, des écrivains, des artistes, des peintres qui ont commencé à s'installer ici, qu'on appelait autrefois le petit Montmartre de la Côte d'Azur. Et à cela sont venus s'ajouter une vie de bohème, comme on disait dans le Haut-de-Cagnes, puisqu'ici il fallait compter 6 cabarets, dont le cabaret qui était tenu par une certaine Suzy Solidor, qui elle a révolutionné le Haut-de-Cagnes et qui a fait se développer, on va dire, la vie nocturne dans le Haut-de-Cagnes, un petit peu l'avant Saint-Tropez cagnois. Et est-ce qu'il y avait des gens célèbres qui vivaient ici à l'époque? Oui, donc on a eu notamment notre fameuse Brigitte Bardot, l'icône à la française, qui s'est installée justement dans ce qu'on appelait la Tour Margot, qui était une partie de la maison de Suzy Solidor. Donc elle a fait louer à Brigitte Bardot cette petite tour pendant tout un été, avant qu'elle eût l'opportunité de partir à Saint-Tropez et d'avoir la fameuse carrière sulfureuse qu'elle aura. Het 17e-eeuwse kasteel Grimaldi in Haut-de-Cagnes is nu een museum met werk van kunstenaars uit het Middellandse zeegebied. Een indrukwekkende collectie, maar wij gaan recht naar de Suzy Solidor-zaal. Alors cette salle est dédiée uniquement à Suzy Solidor, mais qui était cette fameuse Suzy Solidor? Alors, Suzy Solidor, de son vrai nom, donc elle s'appelait Suzanne Rocher, et elle est née en 1900 en Bretagne, près de Saint-Malo. Et elle va dans les années folles, comme on les appelle, les années 20, les années 30, partir vivre du côté de Paris, où elle deviendra chanteuse de cabaret, une célèbre chanteuse de cabaret, avec son fameux surnom Suzy Solidor. Donc elle va être un petit peu l'icône de ces années folles, de par un petit peu sa coupe à la garçonne qu'on voit sur les tableaux, qui se fait pas trop dans ces années-là, de par ses épaules de nageuse, sa voix un peu rauque, et surtout parce qu'elle va avoir une relation de plus d'une dizaine d'années avec une femme sans s'en cacher, et à l'époque, ça choque énormément. Oui. Donc cette fameuse icône, eh bien, on va la représenter à tort et à travers. Comme aujourd'hui, ce serait des paparazzis en photo, eh bien là, ce sont des peintres. Et au total, il va y avoir 224 peintres qui vont la représenter. C'est la femme la plus représentée au monde en peinture. Et parmi ces 224 portraits qui vont être faits d'elle, elle choisira les 40 plus beaux pour les offrir à la ville de Cagnes, au château, afin de remercier un petit peu de l'accueil qu'on lui a fait lorsqu'elle s'est installée et qu'elle a terminé sa vie du côté de Cagnes. Ik zie een heel ander stuk van deze aarde. Of liever, ik ontaard. Ah, mais c'est un paysage lunaire ici. On se prend pour Neil Armstrong. Et parfois, on a l'impression qu'on est sur des volcans ou bien sur des corons. Absolument. Alors qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Non. On y est là, presque. Là, on y est, ouais, il est juste là, le refuge. Hein. Ik ben in de buurt van Digne-les-Bains. U hoort het al, ze hebben hier geweldige termen. Maar in plaats van mij te laten baden in weelde, sturen ze mij op pad op zoek naar kunst. Ik ga het dus ook eventjes over kunst hebben deze keer. En kijk, het begint hier al. Alors Pascal, on cherche quoi là? C'est des pièces d'art, c'est ça? Pas tout à fait, en fait. Oui, le mot art, on est d'accord. Oui. Mais on est plus là dans le cadre d'une œuvre très importante qui s'appelle Refuge d'art. Alors, on y est là? Ouais, là on y est, ouais. On est arrivé là. C'est le deuxième refuge d'art qui a été créé en 2002 là, par le fameux artiste Andy Goldsworthy. C'est un artiste donc d'art contemporain, de land art, et c'est surtout un sculpteur, là. On le voit d'ailleurs là. C'est pourquoi qu'il a voulu faire des refuges d'art? Alors le refuge d'art, c'est toute une histoire en fait. Les refuges d'art, ce sont 6 refuges qui se succèdent sur un sentier qui fait 150 km de long, et sur lequel on va retrouver régulièrement donc, des lieux pour s'abriter, voire dormir même, puisqu'on a 3 refuges d'art dans lesquels on peut dormir. Donc l'idée, c'est pour les randonneurs qui peuvent se reposer pendant la nuit. Absolument. Et en même temps, on a une pièce d'art. Voilà, alors donc il y a vraiment plusieurs entrées possibles. Hein. D'ailleurs, là, on a une entrée. On voit que c'est une entrée, là. Et quand on regarde de l'autre côté de l'ogive, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un cairn. Un cairn en montagne, c'est une indication majeure pour ne pas perdre son chemin. Je peux regarder dedans, alors? Ah ben, il faut... Là, je suis curieux, là. Il faut regarder, mais il faut sentir, traverser. On peut toucher l'œuvre, on peut même la modifier. Tu enlèves un caillou, t'en rajoutes un. On est dans de l'art dynamique.
Het canvas van artiest Andy Goldsworthy in deze bergen verandert voortdurend, samen met het landschap hier, maar dan wel veel trager dan het ritme van u en ik. Ce refuge d'art, il a été conçu avec le paysage dans la tête. Donc c'est lié en fait. Exactement. Donc si on prenait ce refuge et qu'on le mettait 10 km plus loin, ça n'aurait plus de sens. D'accord. Et d'autant plus que ce refuge a été conçu sur un ancien habitat. C'était plus exactement en fait une cabane, très certainement une remise. Pour les bergers. Pour les bergers, très certainement en effet, puisqu'ici on a pas mal de pâtures, et qui était ruinée. Donc l'artiste lui va récupérer les matériaux de base pour reconstruire les murs avec son équipe de maçons. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que l'artiste, lui, là, il nous invite à manger, à dormir, à vivre en fait au quotidien. Dans sa pièce d'art. Dans sa pièce d'art, dans son refuge d'art. Heb je nu toch geen zin om de volle 150 kilometer te wandelen langs het refuge daar van Andy Goldsworthy? Wel, dan kan je nog altijd terecht hier in Le Musée Gassendi, in het centrum van Digne-les-Bains. Daar vind je namelijk veel van zijn werken. Op foto, maar ook in het echt, zoals dit hier, River of Earth. En dat is toevallig, want ik moet zo meteen ook langs de rivier. Jawel, vrienden, de weg roept. En die weg loopt langs kronkelige wegen, langs haarspelbochten. Het avontuur, dat kan je hier gewoon ruiken. Ik rijd naar Saint-Martin-Vésubie. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Wie had er ooit gedacht dat de Provence zo wild kon zijn? Zo ongerept qua landschappen. Ik niet alvast, voor ik naar hier kwam. Sinds 1984 hebben ze hier trouwens te maken met een ander soort van wild, namelijk de wilde wolf. Die is hier terug gesignaleerd. En ik ga zo meteen naar Le Parc Alpha, waar je die wolven kan aanschouwen. Vandaag in de krant trouwens, 50 schapen vermoord door een roedel wolven. Dat belooft voor de krantenkop van morgen. Ik ben nog altijd in Cannes. De Franse schilder Renoir kocht hier destijds het Domaine des Colettes met 3 hectare grond en sleet er de laatste 12 jaar van zijn leven. Mais malheureusement, à l'âge de 50 ans, il apprend qu'il est atteint de polyarthrite rhumatoïde, donc sorte d'arthrose. Et à l'époque, il n'y a pas moyen de soigner cette maladie, donc les docteurs vont lui conseiller de s'installer plutôt dans le sud de la France, où le climat est un petit peu plus doux, notamment au niveau des hivers, pour un peu réchauffer ses articulations et soulager un petit peu ces troubles qui vont ne faire qu'empirer. Renoir a dû aimer beaucoup la région parce qu'elle est représentée dans plusieurs de ses peintures. Et oui, encore plus Cagnes, hein, puisque il va s'installer ici donc les 11 dernières années de sa vie et il va ne cesser de peindre que le paysage de Cagnes, d'une part parce qu'il est malade et quand il se retrouve en fauteuil roulant, malheureusement, il ne peut plus se déplacer pour peindre d'autres paysages, mais aussi également parce qu'il va avoir un véritable coup de cœur pour ces jardins, pour ce domaine. Donc il va peindre ces oliviers qu'il aimait tant, notamment les 2 qu'on a de part et d'autre qui ont aujourd'hui 1000 ans, donc qui sont les plus vieux oliviers du domaine. Il va peindre également la vue qu'on a sur le château, la vue du bord de mer et surtout la petite ferme qu'il chérissait tant, où il va faire plusieurs paysages la représentant. En revanche, par contre, il ne fera jamais aucun tableau de sa maison qu'il trouvait trop moderne. Dans le musée, on trouve encore des choses qui témoignent de sa présence ici. Ah oui, à l'intérieur, vous avez donc les sols qui sont restés d'origine et surtout les meubles. Il reste une bonne partie des meubles, notamment dans l'atelier, qui est un petit peu la pièce la plus émouvante du musée, puisqu'il est resté quasiment intact. On voit donc son fauteuil roulant qu'il va avoir à partir de 1910, sa palette de peinture, son chevalet et des traces qui témoignent de sa vie dans son atelier, qui est un très grand atelier, qui faisait 1/4 de la superficie totale de cet étage et qui est une pièce très émouvante. On raconte qu'il était tellement atteint par le rhumatisme qu'on attachait ses pinceaux à sa main. Est-ce vrai?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Les bandelettes, elles étaient tout autour des mains pour en fait lui désinfecter entre les articulations. Et on attachait aussi des bandelettes pour lui tenir les articulations pour ne pas qu'elles se déchaussent et se déforment encore plus, puisque c'était une polyarthrite déformante. Et après, lui coinçait son pinceau entre son index et son majeur. Ce qui fait que sur certaines photos, on a l'impression qu'il attachait le pinceau, mais en fait, non. C'est une légende urbaine. Il mettait juste entre ses deux doigts et c'est les articulations qu'on attachait avec les bandelettes. Ondertussen is het zover. Ik ga zo meteen oog in oog staan met een roedel wolven. En die ogen van hen, die spreken boekdelen. Voor hen ben ik een pakje Américain préparé. Of beter, een entrecôte. Est-ce que vous avez encore des loups sauvages ici dans la région? Oui, en France, on a des loups qui sont revenus en 92, surtout dans cette région. Et actuellement, on a une meute qui vit autour du parc Alpha. Ouais. Une meute, sont à peu près 7-8 loups, donc c'est des loups revenus d'Italie. Et plus ça va, et plus en France, on a de plus en plus de loups. Et on rentre toujours à deux pour avoir quand même les yeux un peu partout. Donc toi, toujours, tu les regardes. Toujours. Faut Faut toujours vraiment, se méfier un peu. Faut vraiment avoir un œil sur eux. Ils attaquent pas par derrière, c'est pas une habitude chez le loup, mais un accident est vite arrivé, elle peut tomber dans l'enclos ou d'un coup les loups peuvent se battre et ne plus faire attention à nous, donc vaut mieux faire attention. Là, ils se rapprochent vraiment. Hein. Waouh. À partir du moment où pour eux on n'est plus un danger, ils peuvent venir plus facilement. Par contre, si nous on va vers eux, ils vont partir de suite. Est-ce que tu es d'accord si je dis que les loups sont toujours assez craintifs? Le loup est un animal assez craintif, en effet. En fait, on dit que le loup a peur de l'homme parce qu'on est grand. En fait, on est sur deux pattes et en longueur. On a aussi les odeurs. La queue entre les jambes. Oui, généralement, quand le loup mange, c'est le moment où il se sent vulnérable. Donc, il n'est pas très rassuré. Wat een beesten, jong. Wauw. En dan te denken dat het de vrees is van zowat elk sprookjesfiguur. Waarom eigenlijk? Omdat het misschien grote tanden heeft. Et pour toi, personnellement, c'est comment que tu es tombé amoureux des loups alors? Par la peur du loup. Comment? En étant petite, j'avais peur du petit chaperon rouge, ouais. Plus du loup d'ailleurs. Et je crois que mes parents en avaient marre que toutes les nuits je les réveille en hurlant il y a un loup dans ma chambre. Ils m'ont montré le film Cro-Blanc. Et en fait, je suis tombée amoureuse de l'animal. C'est comment qu'on a eu cette idée de faire le parc Alpha alors? Alors, au parc Alpha, on essaye de sensibiliser tout le monde. En premier, les enfants. Parce que l'image du loup peut être très négative. On a le petit chaperon rouge, la bête du Gévaudan, le loup-garou. Alors que l'animal, il n'est pas que ça. Le loup est un animal intelligent, un animal qui va en meute, qui ressemble beaucoup à l'humain aussi. Donc c'est vrai que c'est important de les sensibiliser. Après aussi, les bergers connaissent l'animal qui attaque leur troupeau, qui leur cause énormément de problèmes. Le loup n'est pas que ça. C'est un animal qui est vraiment intelligent, qui s'adapte énormément. Donc il est important qu'on puisse communiquer aussi sur le comportement du loup en général. On peut aussi les appeler des ambassadeurs. Ce sont des animaux qui représentent une faune sauvage qui est malheureusement peu connue ou aussi en voie de disparition pour certaines espèces. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir partir en Afrique, au Canada ou dans d'autres pays pour rencontrer les animaux. Et la captivité permet de mieux connaître aussi ces espèces. Voilà, les ambassadrices. Je vous salue. Bonne Et soirée. maintenant, je vais reculer en gardant les yeux vers eux. Bon, c'est bon. Allez, dat was het dan. We hebben het overleefd. Goed gedaan. En dit is dan Cannes, waar de beautiful people hun jachten hebben liggen, waar de glamour en de glitter van de filmwereld het hele jaar door toeristen trekt.
Frida met Ben. Ah, Ben. Hoe zit het daar aan de Côte d'Azur? Ik ben net aangekomen in Cannes. Ik heb hier een kamer met rode lampjes, rode gordijnen en een rode corset boven mijn bed. Maar dat klinkt niet slecht. Bij mij is het een beetje meer basic dan dat. Ik zit hier in een blokhut op stelten met een roedel wolven onder mij. Maar bij u, grand chiquet, allez. Hotel 3.14. Het cijfer pi. Cijfer pi, denk ik, hè. Ja, dat kan kloppen, inderdaad. Ik hoop dat je een beetje verwend bent, want bij mij valt het ontzettend tegen. Verschrikkelijk uitzicht. Allemaal bomen die in de weg staan en zo. En een waterig zonnetje. Hoe zit het met het uitzicht bij u? Oh, nee, dat gaat wel. Het zwembad is wat aan de kleine kant. De Carlton bederft een beetje mijn zicht, maar voor de rest is wel oké. Oké. Stond er juist oog in oog met 3 hongerige wolven, helemaal uit Canada. Die waren klaar om mij te verslinden, of zo leek het toch soms. Het was een aparte ervaring in elk geval. En waar zit jij ondertussen? Ik sta op de croisette, op de rode loper in feite. Oké. Zeg, lopen het allemaal een beetje? Je vindt het een beetje fijn, Vlaanderen vakantieland? Nee, dat gaat wel. Is dat toch op je gemak? Ik ben ondertussen al aan de 5e aflevering en ik ben in geroutineerd gezelschap. Geroutineerd gezelschap. Prijs jezelf gelukkig. Ik zit er helemaal alleen. Sorry, ik ga u laten, hè, want ik moet een boot halen. Ik ga naar een stukje Cannes dat weinig mensen kennen, denk ik. Ik ben op weg naar 2 eilandjes voor de kust van Cannes. Sainte-Marguerite is een natuurreservaat en het andere eilandje, Saint-Honorat, daar houden monniken zich bezig in alle stilte met hun bijen en hun druiven. Ver weg van de glamour en de glitter en de gebronzde lichamen op het strand van Cannes. Of het zou moeten zijn dat ze ergens een verrekijker hebben staan natuurlijk. Je pense que c'est une belle année parce qu'on a beaucoup de soleil, hein, de beaux raisins avec de belles quantités. Hein. Donc moi je suis très content. Sachant qu'il y a des moines depuis le 6e siècle ici, donc une longue histoire religieuse et monastique, avec plusieurs congrégations qui sont venues s'installer ici. Il paraît que Saint Patrick est resté quelque temps sur l'île. On pense que Saint Patrick est venu ici se former à la vie monastique avant d'aller évangéliser l'Irlande. En tout cas, il y a une grande tradition où les Irlandais viennent ici en pèlerinage à l'honneur de Saint Patrick. Comme les îles se trouvent devant la côte, je m'imagine qu'ils ont aussi eu une histoire militaire ou un intérêt militaire. Tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, le monastère fortifié qui se trouve en partie sud de l'île était une tour de garde aussi avec le Suquet dans la ville de Cannes. Et il y a eu une garnison qui a vécu là, où les moines étaient aussi dans les premiers étages du monastère fortifié. Et vous-même, vous êtes entré depuis quand? Je commence à être un ancien, puisque ça fait bientôt 30 ans que je suis là. 30 ans de vie monastique, où cette vie est quand même très, très méconnue, mais une très belle vie, hein, puisqu'on dit que la vie monastique, c'est une course vers la joie. Quoi. Vous n'avez jamais eu de regrets? Oh non, jamais. Om naar het tweede eiland te gaan dat vlakbij ligt, moet je vreemd genoeg eerst terug naar Cannes en een andere boot nemen. Il y a à peine 15 minutes, je me promenais encore parmi la foulée et le luxe de Cannes et maintenant je me trouve ici, en pleine nature, paisible, tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à aménager tout ça? Alors ici, c'est vrai que les gens arrivent avec le stress de la vie, ils ont couru, et puis ils débarquent sur l'île, il n'y a plus de véhicules, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de train, il n'y a plus tout ça. Donc les gens restent assez paisibles. On dit qu'ils arrivent en courant et puis ils repartent plutôt en marchant, paisiblement.
Et les temps que je vois derrière vous, c'est de l'eau douce? Alors non, sur l'île Sainte-Marguerite, il n'y a pas de source d'eau douce. Le milieu est très très sec, très aride. On a des espèces végétales et animales adaptées à cette sécheresse extrême. Et ici derrière, c'est uniquement de l'eau salée. Alors ici, en fonction des saisons, on va avoir différents oiseaux qui vont venir s'installer. Vous venez de me dire qu'il n'y a pas de l'eau douce ici sur l'île, mais quand même on est au-dessus d'un bunker. Ça veut dire qu'il y a eu de l'habitation humaine. Oui, complètement. Sur les îles de Lérins, il y a un passé militaire assez important, puisque la baie de Cannes, elle formait un port naturel, avec les îles de Lérins qui représentaient une digue. Donc si elle a une forte houle, si la mer est très forte, la mer se casse sur les îles, et puis derrière, la mer est plate, donc on peut le voir comme aujourd'hui. Et les militaires avaient installé sur les îles de Lérins différents points de vue pour observer la mer, surveiller l'arrivée de pirates, par exemple. Et quand on était prévenu, l'information partait au fort, qui est le point culminant des îles, et puis on se préparait éventuellement à la guerre. Donc sur les îles de Lérins, on trouve pas mal de bâtiments historiques, soit des forts de type Vauban, soit des fours à boulets, soit des petites chapelles, mais qui étaient d'anciens sites militaires au départ. Het was kardinaal Richelieu, de belangrijkste raadgever van Lodewijk XIII, die opdracht gaf tot de bouw van dit Fort Royal. Het fort is lange tijd een gevangenis geweest en hier in deze cel zat een beroemde gevangene 11 jaar lang die het onderwerp was van een boek van Voltaire en later van Alexandre Dumas, De man met het ijzeren masker. Wie die man was, weet niemand, maar hier staan een aantal suggesties. Het zou het tweelingbroer kunnen geweest zijn van Lodewijk XIV, ook Molière, de Duc de Guise, zelfs een vrouw en ook Pascal. Volgende week begin ik aan mijn laatste etappe. Hopelijk zie ik dan Ben terug. Frida, had je mij geroepen? Tot volgende week. De eindmeet is in zicht. Nog maar een aantal kilometers te gaan. Alle informatie vind je op 1.be/Vlaanderen Vakantieland.